tout le monde. Dans le cadre de la Journée internationale de l'environnement et la Journée internationale des océans, qui peut célébrer en juin, UNDP organise une série de podcasts où nous invite différents acteurs de l'environnement, des représentants du gouvernement, des représentants des institutions publiques, le secteur privé, les organisations non gouvernementales et la société civile pour cause l'enjeu de l'environnement à Maurice. Nos premiers invités aujourd'hui, c'est Dr Vikash Tataya. Vikash Tataya, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Stéphane. Vikash, ou Director of Conservation à Mauritian Wildlife Foundation. Pour la petite histoire, première fois que tu téléphones pour inviter où tu donnes la forêt. Deuxième fois où tu en dehors la Grand Maurice, le mais troisième fois, on réussi à gagner. Donc, merci d'avoir répondu positivement à l'invitation. Alors, Vikash, qu'est-ce qui vous connecte à la nature et qui de temps en temps vous déconnecte du reste du monde? Comment est-ce qu'on rentre dans sa bain de protection de la nature là? Alors, premièrement, bonjour et merci de me recevoir à la UNDP pour ça, podcast. Je suis très honoré. Et qu'est-ce qui me connecte à la nature? C'est mon fils grandi derrière mon case, c'est une grande la rivière profonde. Donc ça, c'était la connexion qui fait lier moi entre comme on grandi et avec la nature, parce qu'il nous typait à la rivière, nous marchions dans la rivière, nous retournions dans la rivière. Alors, donc ça a été ma première connexion. Et puis, nous avons gagné le bonheur, la chance d'aller au Zimbabwe, en Afrique, comme l'école de brousse. Donc l'école se trouvait dans la brousse et comment sortir dans la case, tombe dans la brousse. Donc, marcher à l'école à 2-3 km de là, marcher à travers la brousse pour l'école. Donc, ça a été ma deuxième connexion, si vous voulez, avec la nature. Et puis, mon affaire en études, sans se rendre compte que cette connexion-là était là. Et c'est bien après qu'il me retrouve sa connexion-là avec la nature. Et je suis très content d'être là où je suis. Très bien. Vikash, l'île Maurice est considérée comme un point chaud de la biodiversité. En anglais, nous disons ça Biodiversity Hotspot. Ça veut dire qu'il y a à la fois un pays qui est très riche en espèces qui sont uniques, mais en même temps, ça m'a une espèce-là extrêmement vulnérable. Ce qui me comprend, moi, c'est pour qu'un pays riche en biodiversité, il y a une condition qui nous permettent sa richesse-là. Et si assez vulnérable, c'est-à-dire que c'est une condition qui ne change. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas mauricien? Comment est-ce qu'il nous retrouve nous aujourd'hui comme un biodiversity hotspot? Alors, Stéphane, vous avez tout à fait raison. On dit un biodiversity hotspot, comment ça se décrit? Premièrement, biodiversité unique au monde, et nous pas le seul biodiversité hotspot, parce qu'il nous donne biodiversity hotspot qui comprend aussi Madagascar, Seychelles, la Réunion, Comores, etc. Donc Madagascar and Indian Ocean Islands Biodiversity Hotspots. Mais ce qui caractérise ce biodiversity hotspot, c'est que cette biodiversité unique au monde est à la fois menacée. Et c'est ça qui s'applique à tous les biodiversity hotspots de la Terre, sur la Terre. Malheureusement, la nature est en danger, globalement parlant. Et l'île, c'est encore plus en danger. Et c'est un peu un paradoxe, parce que l'île Maurice, c'est parmi les îles qui finissent colonisée le plus tardivement. Colonisation, une ville de Maurice, 400 ans de cela, mais ce déclin a été très très rapide. Sa biodiversité-là, il finit émerger l'eau Maurice, il finit développer l'eau Maurice, parce qu'il finit isolé devant le continent, comme l'espèce de plantes et d'animaux finit à Maurice, ils finissent prisonniers ici, ils ont besoin d'adapter à certaines conditions locales là, ils ont vu une espèce endémique, comme on dit, mais c'est pas une espèce qui a évolué avec un prédateur, qui a évolué avec le changement climatique, qui a évolué avec le changement drastique en termes de perte de forêt, perte de connectivité. Tout ça qui fait prendre des millions d'années à se mettre en place, et au cours de 100, 200, 300 ans, tout ça finit chambouler. Donc, voilà comment nous arrivons à continuer aujourd'hui, mais que nous visons faire un effort de le protéger. Ok. Donc, Vikash, le cas dire que c'est un peu le dodo qui finit mettre Maurice un petit peu sur la carte mondiale de la conservation. Il y a un symbole
global de la disparition, de l'extinction animale qui est liée à l'arrivée de l'homme. Et l'époque tu as de deux, tu as beaucoup les autres espèces qui finissent disparaître. Et je connais qui récemment, par exemple, peut-être pas si récemment que cela, dans les années 70, il y a une espèce d'oiseau qui est menacée. Et cette espèce d'oiseau-là, je peux disparaître aussi si pas une intervention de défaut de la conservation. Et ce qui a causé un petit peu ça épisode de l'histoire de la conservation à Maurice, côte fin sauve la cresserelle, le pigeon des morts et l'écoparachite. Alors, tout d'abord, permettez-moi de revenir un petit peu en arrière. C'est vrai que le dodo disparaît within 75 ans, 70 ans de la découverte de Maurice, de la découverte du dodo. Et première illustration du dodo remonte aux années 1604 et puis il disparaît vers 1680. Très rapide déclin de cet oiseau qui aurait pu commencer antérieur aux Hollandais. Peut-être depuis l'arrivée des Arabes, que peut-être l'ERA, ça, il finit arriver avec les Arabes et qui travaille de destruction de la biodiversité, qui commençait même quelques siècles avant les Hollandais. Mais le dodo disparaît et ce qui est important, c'est que il y a les autres disparitions avant dodo. Finalement, les autres disparitions après dodo. Mais c'est la première fois que l'humanité a réalisé que quand une affaire disparaît à jamais. Parce qu'avant ça, tout y croit comme ça, nous vous trouvons l'autre continent, nous vous trouvons l'autre île, dans l'autre la forêt là. Mais quand dodo vient disparaître, c'est là que les gens croient, ils disent, regarde ce que nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de faire la destruction d'une espèce qui, bon Dieu, fait mettre la terre et qui vient là et qui nous détruit. Et c'est là que la conservation a commencé. Quand sa conscience-là a changé, nous sommes capables de cause l'extinction, mais nous devons essayer de protéger. Je crois que Maurice est fondamental dans la conservation parce que pour moi, le début de la conservation globale, mondiale, a commencé. L'eau Maurice avec dodo. Et puis, bien sûr, ça n'a pas empêché que finalement les autres espèces disparaissent. Nous, en termes de plantes, nous avons perdu environ 10% de notre plante, de notre flore de Maurice finit disparaître. Et 90% qui restaient là, pour la majorité, sont en danger de disparition. En ce qui s'agit de la forêt, nous continuons de perdre la forêt les 300-400 ans qui viennent continuer. Et nous encore perdu la forêt, malheureusement. Et c'est vrai que dans les années 70, c'était un point le plus bas de la conservation parce que, comment dire, pigeon des morts, cresserelle de Maurice, la grosse cateau verte, la chauve-souris de Rodrigue, le boa de l'île Ronde, qui vont tous joindre le dodo. Et c'est là que tu as une plante qui est bien menacée aussi. Tu as un écosystème tel que l'île Ronde, tel que l'île aux Écrètes, tel que la forêt à Rodrigue, qui est protégée, est préservée, et que tu as beaucoup de problèmes irréversibles qui sont capables d'amener. Et c'est là que, depuis les années, je peux dire, une grande figure mondiale, mais aussi dans nos contextes mauriciens, c'était Pierre Poivre. Bernardin de Saint-Pierre. Et puis finalement, les autres se finissent écrire pour dire qu'ils bien protègent la rivière, bien protègent la montagne, bien protègent la côte. Et c'est le premier environnementaliste qui le monde finalement, c'est dans la personne de Pierre Poivre, Bernardin de Saint-Pierre, qui fait qu'en 1804, il y a un décret qui vient pour venir protéger la forêt. Pas que ça a un impact positif, parce qu'il continue de couper la forêt pour faire place à la canne à sucre, malgré tout. Ça continue dans les années 70, finalement, éminents chercheurs comme Dr Vaughan, Dr Vier, finalement Jean Vincent, ils continuent même y aller. Mais malgré tout ça, la voix puissante qui finit là, Francis Taube dans les années 60, tout ça, la voix puissante là, dégradation là, continue jusqu'aux années 70. Et là, que le gouvernement, une organisation internationale telle que la World Wildlife Fund, IUCN, BirdLife International, Peregrine Fund, Darrell, nous devons sortir de cette situation-là. Et c'est là que tu as un gros réveil, secouer
la bandimoun pour qu'ils nous capables de mettre en place une action pour préserver sa biodiversité là. Et ça a été un succès retentissant. Parce que non seulement nous sauvons la cresserelle, le pigeon des morts, la grosse cateau verte, mais nous finissons aussi sauve le cardinal de Rodrigue, la fauvette de Rodrigue, la chauve-souris de Rodrigue, le bois de l'île Ronde. Et nous sommes capables, comme ça, une longue liste de plantes et d'animaux qui ont été sauvés de la disparition. Malheureusement, plus d'une trentaine d'espèces de Maurice et une vingtaine ou plus de Rodrigue finissent disparaître. Puis quand je te vois, ça fait me permettre moi couper, m'entendez la somme d'efforts que ça demande et parfois des partenariats qui vont au-delà des frontières mauriciennes pour sauver cette espèce endémique là. Mais qu'est-ce qu'on perd quand on perd une espèce endémique? Qui fait nous besoin de faire ces efforts là pour protéger cette espèce là? Alors c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de réponses à ce que vous pouvez demander. Premièrement, en tant qu'écologiste, moi, vous dire, aux premières affaires, c'est que Gerald Durrell compare la biodiversité comme une toile d'araignée. Il dit nous pouvons couper banti et strands dans sa toile d'araignée là. Quand nous coupe N, c'est bon, ça va. Quand nous coupe D, ça va. Mais quand nous pouvons faire un grand trou dans cette toile d'araignée, ça, la toile là, il est fragilisé complètement. Et c'est vraiment ce qui se passe pour notre biodiversité mondiale, mais aussi mauricienne. Et nous faisons faire un grand trou dans cette toile d'araignée. Une connexion qui est là entre une plante et les animaux, ça va une connexion là commence à casser. Ça va une plante là qui dépend de un reptile ou de un oiseau, sa connexion là cassée. Donc il y a tout un débalancement écologique qui est arrivé, qui la forêt perd sa vitalité. La forêt n'est plus capable de survivre, une plante n'est pas capable de survivre. Et un service écosystémique qui est la forêt et un écosystème de nous perdus, que ce soit en termes de production de l'air, de l'oxygène, que ce soit attirance de la pluie, protection du sol. Donc il y a un effet de chaîne en chaîne qui est arrivé. Ça c'est la partie écologique, environnementale de la chose. Mais aussi une partie, c'est l'ADN de la terre qu'on perd. Quand nous perdons une espèce, c'est vrai qu'il y a une technique qui peut développer à ce pour faire revivre l'espèce, mais notamment le dodo. Notamment le dodo, ouais. Mais il n'y a pas eu que le dodo, il y a eu beaucoup d'autres espèces. Il y a des plantes qui ont disparu. Il y a beaucoup d'affaires qui disparaissent, qui ne nous même pas au courant, nous même pas connaît, qui disparaissent, tels que les insectes. Et donc, nous perdons une partie de notre ADN, de l'ADN du monde qui se perd. Mais aussi, d'un point de vue moral, est-ce que, si on prend un contexte religieux, est-ce que nous, qui nous faisons gagner tout ça, en espèce en deux nations, bon Dieu, nous capables de permettre nous être le dominateur dans ce système-là et permettre que toi ou toi ou toi, sois capable de disparaître? Non. On n'a pas ce droit-là sur la nature. Éthique. On a une raison éthique et une raison morale aussi. Mais aussi, il y a une raison aussi. Si la terre était faite que du béton, ça aurait été la terre qui est stérile, la terre qui est vilaine. Alors, moi, pensée, on trouve de la beauté dans la nature et on trouve beaucoup de possibilités de se ressourcer en nature. Mais c'est une nature qui nous a préservés aussi. Donc, il y a la question est vaste parce que ça sort de l'écologie à la moralité et au bien-être humain. Donc, Vikash, nous sommes capables de dire qu'il y a une grande menace pour l'environnement. Il y a le développement économique, qui amène la déforestation notamment. Depuis quelques temps, nous mettons en cause aussi le changement climatique. Est-ce que cette nouvelle menace-là, sans appel une stratégie de conservation dans Maurice? Tout à fait. Donc, les besoins sont une stratégie de conservation. Parce qu'ils ont dit, pendant beaucoup de temps, nous finissons dire déforestation, nous finissons dire espèces envahissantes, nous finissons dire pollution, nous finissons dire industrialisation, développement. Et ils ont dit, nous avons cause du changement climatique. Parce que le changement climatique fait qu'il y a certaines espèces qui ne sont pas capables d'adapter au changement climatique et vont à terme disparaître. Pas parce qu'ils nous font récit contrôle sur un prédateur, pas parce qu'ils nous font récit stop, arrête déforestation, mais parce qu'ils nous pas fait récit arrête changement climatique.
Et donc, ENA aussi nous trouve ça un bouleversement là. Mais et là aussi, pour le changement climatique, je suis capable de dire que la science, la connaissance de l'impact du changement climatique sur la biodiversité mondiale, nous encore, nous n'est pas tous la crème de la connaissance. Parce qu'il y a beaucoup d'effets qui nous pas encore comprend, pas encore évalué. Mais ça ne va pas être des effets qui vont être positifs pour la nature. Globalement, ça ne serait pas le cas. Donc, nous avons une stratégie bien adaptée à ça. Et le problème, c'est que, est-ce que le temps est compté? Le temps était déjà compté. Le temps est encore plus compté. Le changement climatique, vous êtes capable devance certaines avancées scientifiques. Mais c'est là que nous trouvons tous les outils qui sont capables d'ENA pour qu'ils nous capables d'adapter, nous capables de surmonter le changement climatique. Très bien. Vikash, tout à l'heure, nous avons parlé de partenariat, notamment toutes les institutions qui nous soutenaient Mauritian Wildlife Foundation pour sauver ces 3 espèces d'oiseaux iconiques à Maurice. Et ça m'amène à la question du rôle des institutions et des partenariats pour soutenir financièrement et techniquement la conservation à Maurice. Donc, il y a des affaires extrêmement importantes. Comment ça se passe en fait? Comment est-ce que sont financées les actions de conservation à Maurice? Alors, financées et soutenues techniquement. Hein? Voilà. Tout d'abord, si on ne pas tromper, NBAN SDGs is around partnerships. Et je crois que c'est vraiment important. Ne pas donner beaucoup l'accent sur les partnerships, one of the SDGs on partnership. Et c'est vraiment important parce que ce qui va changer les choses, c'est le partenariat. Partenariat entre institutions, partenariat entre Dimoun. Et ça, c'est important, ça. Et partenariat entre institutions et communauté locale, grassroots, partenariat à tous les échelles, partenariat même avec les politiques aussi, bien important. And one of the ingrédients de sa winning formula is partnerships. Et UNDP a été un partenaire dans la conservation et dans la protection de l'environnement depuis de nombreuses années. Par exemple, ENA UNDP GF Small Grants Program. Nous sommes bénéficiaires de plusieurs grants du Small Grants Program qui aide démarre beaucoup de projets. Par exemple, un projet que j'ai en tête, c'est le sauvetage de la grosse cato verte de Maurice, Ecoparakeet. En 1995, il y a un petit budget du GF pour monter une volière en forêt et qui permet de relâcher des perroquets back into nature. Donc, c'est une grosse cato verte élevée en captivité qui nous a relâché en forêt grâce au financement de la UNDP. Et ça a été extrêmement important parce que ça permet de nous relâcher beaucoup d'autres oiseaux élevés en captivité en nature. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous avons plus que 700 ecoparakeets en nature, alors qu'à cette époque-là, on avait moins de 50. Donc, ça a été catalyseur in many respects, ce petit financement-là. Donc, tout le temps, bien souvent, nous cause grand financement, mais les petits financements sont aussi importants. Mais nous finissons aussi un grand financement, le gouvernement de Maurice avec un partenaire, par exemple le Protected Area Network Project, qui fait une réveil, une conscience qui est la forêt qui est née dans Maurice, qui est une connectivité qui est capable d'énormément de la forêt. C'est vrai qu'il y a un gros travail qui reste à faire, mais quand même, il finit établir une cartographie de la forêt privée, publique à Maurice et une possibilité de connexion. Je profite de l'occasion, Vikash, parce que le projet PAN, c'est un projet qui est soutenu par UNDP et qui nous pose un petit peu les fondations d'autres projets qui UNDP nous soutenir par rapport à la conservation, dont le projet Invasive Alien Species, qui vise à contrôler une autre menace pour l'environnement à Maurice, qui sont des espèces invasives qui vivent en compétition avec nos espèces endémiques qui sont dans Maurice. Et ça fait moi penser à une anecdote qui parfois dans Maurice, par exemple, ça grand lézard malgache là, ils ont plus joli qui nous ban petit lézard et je pensais il y a une bonne affaire de God ça ban invasive alien species là. Ça m'amène à une question. Est-ce que le public à Maurice apprécie cette biodiversité? Est-ce qu'il connaît même la richesse de cette biodiversité? Et quel rôle la conscientisation ENA pour jouer pour permettre ça stakeholder là parce que tu peux causer différents partenaires, gouvernements, institutions internationales, mais on sait aussi que le public
le public, la société civile, les communautés ont un très grand rôle à jouer. Donc, qu'est-ce qui a été fait du côté de Mauritian Wildlife Foundation et peut-être même au niveau national pour consolider la connaissance du public par rapport à tout ce qui est biodiversité? Une question bien importante parce que Stéphane nous fait une touche là, invasive alien species, une espèce envahissante. C'est un gros problème qui nous est là. Du fait d'une espèce qui fait introduire depuis 200, 300, 400 ans, et une espèce qui peut continuer à arriver dans nos territoires, soit volontairement, soit accidentellement, et qui a un effet dévastatrice pour nos biodiversités. Malheureusement, nous avons travaillé aussi dans une stratégie de quarantaine pour le pays, une stratégie contre l'introduction d'une espèce envahissante et une rapid response quand ça arrivait, et aussi comment nous sommes capables de mitiguer ce problème-là, comment nous sommes capables de faire éradication d'une espèce, comment nous sommes capables de contrôler les autres si nous ne sommes pas capables d'éradiquer les autres. Tout un plan qui se met en place grâce à l'effort du UNDP et qui touche non seulement Maurice, ça touche Rodrigue, ça touche Saint-Brandon, ça touche les îlots autour de Maurice. Capital, ce projet-là. Je dis capital, ce projet-là. Mais une touche, une autre affaire en question, c'est la conscientisation. Aujourd'hui, quand nous demandons le citoyen lambda mauricien, c'est quoi pour lui la nature de Maurice, des Boudiaou, cerf, cochon marron, goyave de Chine, mangousse, martin, orbe du voyageur, etc. Sans se rendre compte que tout ça, c'est une espèce venue d'ailleurs et qui peut détruire la nature. Donc, il y a un gros projet, un gros effort de conscientisation qui nous vise à faire, que ce soit pour Maurice, que ce soit pour Rodrigue, que ce soit même pour les îlots autour de Maurice et les îlots plus lointains. Quand je parle d'îlots plus lointains, je pense à Chagos là. Okay. Donc, ma pensée est dans sa conscientisation là qu'il vient faire. Et il faut éduquer, je dirais, non seulement from grassroots, mais on peut dire from grassroots up to the top level decider. Il y a même des gens qui disent que l'éducation par rapport à ça est le plus tôt possible, qu'il est important que la population est conscientisée dès le plus jeune âge, pour les se connecter et qu'il en grandissant, il met une action qui vont dans le bon sens par rapport à l'environnement. Absolument, tout à fait, totalement d'accord qu'il nous commence dès le plus jeune âge, mais aussi l'urgence de l'affaire, c'est qu'il nous éduque le plus âgé aussi. Oui. Souvent, le decision maker, c'est quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, qui a 45 ans, qui est un jeune qui est sorti de l'université et qui commence le travail. Donc, finalement, on n'a pas ce luxe pour dire qu'il m'a pour élever un enfant aujourd'hui, m'a pour faire sur l'éducation aujourd'hui, il a 5 ans, et il peut devenir un decision maker quand il a 35 ans, 30 ans, il passe entre-temps. Donc, l'éducation doit être à tous les niveaux. Et certains, des fois, une décision clé qu'il bien prend, bien faire l'éducation de ce decision maker-là. Et c'est pour ça que notre projet d'éducation et de sensibilisation vise pas seulement les enfants, pas seulement les écoliers, mais ça implique aussi les communautés, ça implique aussi les decision makers. Au départ de cette conversation, Stéphane nous propose the conversations qui nous viennent là. Some of these conversations, nous en allons avec le ministre. Si nous déjà en allons avec le premier ministre, nous faisons déjà en allons avec le président de la République. Nous allons très loin pour qu'il nous ait conversations là, pour que conservation happens. Vous allez aussi avec le secteur privé, parce qu'une côté dans Maurice, par exemple, une grande partie des forêts restantes sont des forêts qui appartiennent à des propriétaires privés. Hein. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, il y a beaucoup de discussions avec le secteur privé, beaucoup de clash aussi. Parce que des fois, entre développement économique et développement touristique, et je ne dis pas écotouristique, je dis touristique là, et la conservation, la protection de l'environnement, il n'est pas mythe, il n'est pas joint. Et c'est là que nous avons certaines conversations sérieuses, même avec le secteur privé, pour dire, écoutez, la déforestation, vous n'êtes pas capable de continuer à faire déforestation. Vous n'êtes pas capable de continuer à faire élevage de cerfs. Ça IOS là ou ça l'hôtel là est mal placé.
Donc, nous avons une conversation difficile, je dirais même des fois clash, avec non seulement le secteur privé, mais même le gouvernement. Par exemple, l'abattage de la chauve-souris, c'est là que nous finissons sortir de nos comfort zones pour dire au gouvernement que l'abattage de la chauve-souris n'est pas une chose qui est correcte écologiquement parlant et qu'il y a d'autres solutions. Heureusement, nous arrivons à une meilleure situation aujourd'hui, mais n'oublions pas qu'on est passé par l'abattage de dizaines de milliers de chauves-souris à Maurice. Mais aujourd'hui, nous avons aussi le développement sur les terres privées. Côté n'a une espèce rare. Nous faisons une discussion là avec un hôtelier qui peut installer une construction dans les wetlands. Donc nous avons une conversation difficile là et bien souvent j'entends dire on ne peut pas arrêter le développement économique. Mais sachant que Maurice est un pays qui est le plus dégradé au monde, que nous avons perdu tant de forêts, tant d'espèces, est-ce qu'il est toujours capable de sa discours-là aujourd'hui? Ouais. Vikash, en tout cas, la situation mauricienne est assez complexe. Donc, un très petit territoire, une population d'1,2-1,3 million de personnes, beaucoup de pression pour un développement économique soutenu. Donc, moi, je vous ai pour un conservateur, tout le monde qui travaille dans la conservation, ça une situation conflictuelle là, il est arrivé quand même assez souvent. Mais y a-t-il des raisons d'espérer? Stéphane, quand on travaille dans la conservation, ou bien et dans l'espoir en haut. Parce que sinon, aux parents dans la conservation, on fait d'autres affaires. Le fait qu'il nous, dans la conservation, le fait que la Motion Wildlife Foundation est là depuis 42 ans, que la conservation a commencé réellement dans les années 70, moi, j'ai 30 ans dans la conservation, l'espoir nourrit nous. L'espoir, elle le dit, pour dire, fait vivre les imbéciles aussi. Mais l'espoir nous nourrit aussi parce que nous finissons de trouver que quand nous mettons la tête ensemble, quand nous travaillons ensemble, nous sommes capables d'amener un changement. Conservation can work. Par exemple, Cresserelle, l'oiseau qui était devenu le plus grand au monde avec seulement 4 individus, une seule femelle en état de reproduction, qui finit sauver de la disparition. Aujourd'hui, il y en a plus de 300 dans nos forêts. Donc, conservation can work. Round Island nous fait montrer que l'île ronde nous élimine les lapins, nous élimine les cabris, nous sommes capables de faire la forêt redémarrer. Une espèce invasive, hein? Une espèce invasive. Ouais. Et nous sommes capables de faire la forêt redémarrer. Conservation can work. Okay. Et c'est ça, et Maurice donne beaucoup d'exemples mondialement. Beaucoup de gens font référence à Maurice. Le sauvetage du cardinal de Rodrigue, de la fauvette de Rodrigue, réduit à moins de 30 dans les années 60. Aujourd'hui, il y en a des dizaines de milliers à Rodrigue. Donc des espèces sauvées. Conservation can work, mais il faut prendre des actions qu'il faut prendre. Vikash, si tu as un animal dans nos biodiversités à Maurice et à Rodrigue qui ou bien content en particulier parce qu'il représente l'espoir ou la résilience, quel serait cet animal-là? Une question bien difficile parce qu'ils me content tous les animaux et me content de plantes aussi beaucoup. Ok. Ça peut être une plante donc aussi. Laisse-moi causer un oiseau plutôt. Ok. Un oiseau, c'est le pétrel de l'île ronde. Ok. C'est un oiseau de mer qui m'a fait le bonheur d'étudier et qui m'a fait ma thèse de doctorat sur ce pétrel. Quand nous commençons à étudier, nous ne pas trop comprendre c'est quoi cet oiseau-là. Nous nous rendons compte que ce n'est pas un oiseau, mais c'est 3 oiseaux qui peuvent hybrider. Ils hybridisent. Et il y a un oiseau sorti du nord du Brésil. Les voyages sur les mers y arrivent à l'île ronde, un petit caillou au nord de Maurice. Il y a des autres oiseaux qui sont sortis du Pacifique. Ils passent en bas de l'Australie, ils viennent l'île ronde. Ça 3 espèces à joindre l'île ronde, ils hybridisent. Et c'est ça le pétrel de l'île ronde. Imaginez-vous un oiseau hybride qui est connecté 3 océans. Et il a besoin de ça petit caillou là, ça petit terre là, pour qu'il y survive. Et la raison qu'il est capable de survivre dans l'île ronde, c'est qu'il y a un prédateur dans l'île ronde. Il y a les rats, il y a les chats, il y a les mangousses, il y a les chiens. Et
Donc, les montrer où qui fait la terre est important pour la mer est important pour la terre. Parce que ces oiseaux-là, ils sont élevés souvent petits que sur l'île ronde. Mais il est capable, dans l'océan Indien, quand il n'est pas élevé un petit, mais il trouve sa nourriture à des centaines de kilomètres de l'île ronde. Et pendant un trajet qui dure jusqu'à 14 jours, il retrouve sa nourriture là pour retourner, pour élever sa petite là. Et sa petite là, quand il peut quitte, il peut envoler depuis l'île ronde, il vient faire face à la pêche, à la manque de nourriture en mer, le changement climatique, la pollution. Et aujourd'hui, nous avons un oiseau qui n'a plus que 50 ans. Un oiseau qui nous fait une baguette en 1970, qui est encore vivant, qui est encore peut reproduire. Donc ça veut démontrer où la longévité qui ces oiseaux-là a. Il démontre où l'importance de la terre, il démontre l'importance de la mer, cette connectivité. La Motion Wildlife Foundation travaille beaucoup sur la terre, mais nous sommes conscients qu'il nous vise à la mer aussi. Et malgré le fait qu'il nous pas fait plantation corail, il y a beaucoup de bonnes affaires qu'il nous pas fait, nous pas fait suivi des baleines et des dauphins, mais nous sommes conscients que tout est connecté comme cette toile d'araignée qui me fait dire, comme tu commences à causer, cette toile d'araignée, ce n'est pas que la terre, c'est aussi la mer. Vikash, merci beaucoup pour cette très belle conversation sur la conservation. Je vous souhaite une bonne continuation dans mes efforts qui nous connaissent parfois très ardus. Et j'espère que nous, qui béguet nous, ils apprennent beaucoup d'affaires. En tout cas, moi, c'était un vrai plaisir de vous recevoir dans notre podcast. Donc, une fois de plus, merci beaucoup, Vikash. Stéphane, merci beaucoup. Nous finissons sa conversation là, la conservation. Très bien.